huisvestingdienst in buurthuis Bonnevie. Ik ben Franstalig, ik ga mijn best te doen in Nederlands, maar soms zoek ik mijn woorden en soms begrijp ik niet een vraag. Als jullie vragen hebben, wacht niet tot het eind, maar laat het weten door, ik weet niet hoe dat werkt, maar Wouter gaat mij laten weten. Dus wat ga ik vandaag doen? Ik ga een voorstelling doen rond één stuk van onze werk. De collectieve workshop die we organiseren bij de woningstafel in de buurthuis Bonnevie. Dus bij Bonnevie maken we veel dingen rond huisvesting, renovatie, advies, ook kleine werk bij de mensen, ook DLI werken, maar we hebben een huisvestingdienst voor de verhuurders, les locataires, en die komen 2, 3 keer per week is er een permanentie. En ze komen om een begeleiding te krijgen voor hun probleem. En veel mensen komen om een nieuwe woningen te vinden. Ze willen hulp. Ze willen nieuwe woningen, want uw woning niet correct is. Of ze moeten, want ze moeten weg. Ze moeten vertrekken. Bijvoorbeeld hun contract niet verlengd wordt. En voor deze mensen de help is moeilijk. Il faut fermer la porte, je suis en formation. Ferme la porte. Sorry. We zijn nu bezig. Dus wat wij doen, we hebben 3 manieren om te werken. Okay? Wij geven individuele begeleiding hier met de mensen. Dan hebben we collectieve workshop. Dat ga ik uitleggen nu. En we hebben ook een lange termijn visie. Bij Bonnevie geloven we dat het mogelijk is om iedereen in Brussel een correcte woning te geven. Maar daarvoor zijn politieke veranderingen nodig. Dus we nodigen de mensen uit om hun mening te geven, om te nadenken, om het woord te nemen hier in het Conseil Communal van Molenbeek. Maar vandaag gaan we spreken rond onze collectieve workshop. Dus een belangrijk punt, ook nu, voor iedereen, voor ons, maar misschien voor jullie ook, is dat we moeten weten dat met de huidige woningcrisis is het vaak onmogelijk voor onze doelpubliek hier, de mensen die in sommige armoede leven, om een nieuwe woning te vinden. Onmogelijk, ja, dat is een woord dat ik ken in Nederlands en dat is de goede woord, impossible. Om een nieuwe, zelfs met goede zoekactie, ja, en zelfs met een goede sociale begeleiding. Dat is niet de schuld van de beneficiair of van de sociaal begeleider. Dus we moeten niet te veel druk zetten op het sociale werker of op de familie. Een goede zoekmethode toch kan helpen, en dat hebben we gezien, op de minste slechte oplossing te vinden. Misschien niet de ideale woning, maar iets anders dan SAMU sociaal of bijvoorbeeld de familie te moeten splitsen. Okay? Dus wij na de individuele begeleiding, wij hebben gevonden dat er zijn verschillende voordelen om een collectief workshop te doen. We moeten dezelfde informatie niet steeds herhalen. Er is een groepsdynamiek. De mensen begrijpen dat ze zijn niet in een individuele probleem, maar wel een collectieve probleem. En dan kunnen ze hun ervaring uitwisselen. En
ze begrijpen ook dat het anders kan. Oké? En ze kunnen goede advies uitwisselen. Oké? Dus, en dat heeft gewerkt. En we zijn nu bezig met deze soort van workshop voor 4 jaar. Oké? Wat zijn de doelen van de workshop? Oké? Dat is nu belangrijk om te vertrekken van de doelen en niet van we gaan een workshop doen om iets te doen voor het verslag. Oké? Maar wel, oké, we hebben doelen, we willen een verandering bereiken. En wat is de basisinformatie geven, zodat elke persoon efficiënt woning kan zoeken, niet kan vinden, maar wel kan zoeken. Begrijpen de toestand, de omgeving in Brussel. Ook wat zijn de limieten, wat zijn de grenzen. En dat ze dat een impact hebben. Dat is niet een goede zin. Ik weet niet, is dat een goede woord in Nederland? Zeker niet, maar een impact, een invloed hebben om een betere capaciteit, om niet misschien de perfecte woning te vinden, maar de minst slecht. En soms mensen hebben niet de basisinformatie, begrijpen niet, en ze wachten. En eindelijk gaan ze de slechtste woning vinden, want er waren minder slechte oplossingen en ze hebben dat niet genomen, want ze hadden niet alle basisinformatie. Oké? Dus dat zijn de doelen van onze workshop. En we organiseren dat 1 keer per maand tijdens 3 maanden, dan een pauze en dan nog met een nieuwe publiek. 1 keer per maand, dus 3 of 4 maanden, dus 4 workshops, etc. Oké, dat zijn de doelen en de context. Is er vragen nu? Of ga ik door nu met de concrete dingen dat wij organiseren? Geen vragen? Ben ik begrijpbaar? Sorry, hè? Ja. Oké, tof. Dus, we hebben een vaste structuur voor elke workshop. Dat moet gemakkelijk zijn dat alle sociale werkers van de ploeg kunnen animeren. Oké? En zo hebben we een vaste structuur. En dat is een structuur die voor ons de beste is als we willen onze doel bereiken. Ça va? En bijvoorbeeld zijn we nu bezig om dat te werken ook met het OCMW van Schaerbeek. Maken we een begeleiding van de assistent sociaal van de dienst logement in Schaerbeek. Ja. Okay? En dat is iets dat wij doen met andere groep of dienst als ze willen hun eigen materiaal ontwikkelen. We hebben altijd een introductie, vriendelijke sfeer, koffie, een frisdrank. We beginnen altijd op tijd. En het is altijd beter om 2 sociale werker hebben. Ik weet dat dat kost veel qua werktijd, maar iedereen, één die echt de animatie doet en een andere die helpt. En bijvoorbeeld als iemand laat, een inwoners later komt, als er een tweede begeleider is, tweede sociaal werker, is dat gemakkelijker. We beginnen met een kort uitleg over het thema van de doelworkshop. En we maken een ijsbreker, een ronde met de namen en een ijsbreker. En we gaan geen vragen maken die een ongelijkheid kan creëren. Hoe oud ben jij? Wat is je nationaliteit? Etc. Nee, gewoon ijsbreker en voornaam. En wij vragen wat zijn de expectaties, wat ze willen leren. Oké? Wat verwachten ze van de vorming? En dat is belangrijk om
dat te gebruiken tijdens de vorming of de animatie. En dat maken we ook duidelijke afspraakregels. Luisteren, geen persoonlijke... Ja, dan moet je altijd zeggen, oké, hier, beste mensen, dat is een collectieve workshop, dus ik weet dat iedereen hier heeft een personele toestand en is klaar met hun papier om te zeggen, ja, meneer Joachim, kan ik 2 minuten nemen om toch te spreken rond mijn persoonlijk... Nee, dat gaan we nu niet doen, maar jullie weten dat jullie ook een personele begeleiding elke week. Dus, nadat, dus de introductie, beginnen we altijd met een oefening, een spel, eigenlijk een spel. Iets tof, interactief. Wij hebben alle een idee om wat ze weten en ze zijn soms trots, verrassend te zien dat ze weten al veel dingen en we maken een eerste bespreking, we hebben al sommige vragen, etc. Oké? En dan, na het inleidende oefening, spel, gaan we een theoretische deel doen met een kleine PowerPoint. Maar echt iets interactief, zonder te veel tekst, niet zoals hier, maar met veel beelden, etc. En altijd pingpong. Altijd de antwoord, de informatie komt niet van mij, maar wel van de deelnemers. Oké? En je stelt vragen totdat je de goede antwoord hebt, of wel een nieuwe verrassende antwoord. Dat is ook mogelijk. Dan praktische toepassingen. En we gaan concreet voorbeelden geven. Oké, dat was de theorie. Nu, hoe dat werkt nu? Ik weet niet, een bezoek doen voor een appartement. Of bellen naar, om een bezoek te krijgen. Soort van rollenspel. En het einde, we herhalen de nuttige informatie en we geven naar alle deelnemers een papier met de info. Oké? Dus, we hebben voor dat materiaal nodig. Dat elke dienst heeft, maar koffie, thee, papier, computer en ook de leesmateriaal die klaar is. Oké? Dat is dus, dat duurt 1 uur, maximum 1 uur 30, maar 50 minuten is ook goed. Dus er zal niet veel informatie zijn in het workshop, oké? Maar wel de nuttige, belangrijkste informatie per thema voor 8 tot 12 personen, minimum 5. Als er maar 3 zijn, gaan we door, maar 5, 6 en maximum 12 voor mij. Ça va? En dat is de materiaal dat we hier gebruiken in onze lokaal. Voilà. Alors, dat zijn de workshops dat we geven. Een zoekstrategie. Een andere thema is waarom zijn de woningen zo duur geworden. Soms hebben we mensen die zeggen, ja, ik was nu in een 3-kamers appartement en ik betaalde maar €500. Ik zal een nieuw appartement moeten vinden, Joachim, en ik weet dat €500, dat is niet mogelijk. Dus ja, ik ben klaar om €700 te betalen voor een nieuw 3-kamers appartement. En je zegt, meneer, nu spreken we... En ja, ik woonde daar voor 12 jaar. Oké, maar nu, meneer, is dat niet meer 700, 800 of €900. We spreken van 1000, misschien €1200. En waarom is dat zo duur geworden? Oké, dat spreekt me. Ik zal detail geven. Hè. Nu, ik geef gewoon de 5, 6, 7
thema's. Dan woning aanbiedingen aan ons. Waar kan ik dat vinden? Er zijn geen meer oranje papieren op de venster. Hoe kan ik een bezoek doen en hoe vraag ik voor een bezoek? Ook wat zijn de rechten en plichten van de verhuurders? En men spreekt ook hier dikwijls van de... Wow, ik zoek mijn woord in Nederlands. Ik heb dat geschreven. Opzegging, les expulsions. Oké, is dat zo? Opzegging, expulsion. Want dat is jammer genoeg iets heel actueel, zeker met de mensen die moeten een nieuwe appartement vinden. En ook gaan wij spreken rond discriminatie bij het zoeken naar een woning. Safa? Dat zijn de thema's en wij hebben vorming die klaar zijn en we hebben alle deze vorming al gegeven. Soms 3 of 4 keren, soms 1. Oké? En dat zijn voor de mensen die een individuele begeleiding hebben rond het verzorgen van een nieuwe appartement. We geven echt een persoonlijke hulp, coaching meer. En de mensen zijn uitgenodigd om aan deze maandelijke workshop deel te nemen. 1 keer per maand standaard 3, 4, 5 maanden. Ça va? Alors, de eerste is een zoekstrategie hebben. Oké, wacht, ik neem de details hier. Oui, het is de realiteit van Brusselse uurmarkt begrepen. Zo kan je een realistisch zijn. Oké, soms zeggen ze, ik wil een appartement in Molenbeek, Rue de l'École, 4 kamer, €800. Of ik ben realistisch dat ik ga dat niet vinden, maar we zijn met 7 en ik mag betalen maar voor 2 kamers. Dus ik wil een 2-kamer appartement voor ons 7. Oké, dus mensen moeten een realistische budget hebben en iets vindbaar. Ook een zoekzone uitbreiden soms. En je inkomen optimaliseren met de verschillende hulpallocation. Oké, donc dat is de eerste dingen dat wij geven soms. Ook de tweede is, waar kan ik woning aanbieden vinden en hoe kan ik solliciteren? Dus dat vind je niet meer, maar hoe werkt dat met IMOWeb? Met IMOWeb, dat werkt niet voor mij, dat is te duur. Wat zijn de verschillende mogelijkheden? En wat moet ik zeggen aan het telefoon? Dat is bijvoorbeeld iets dat we maken, dat is in Arabisch geschreven, maar dat is Franse woorden met Arabische letters. Oké, ook dat is hier in Frans. Dus wat zijn de woorden dat ik mag gebruiken? Ik krijg geld van OCMW, wat moet ik zeggen en alles. Oké, echt woning aanbieden, vinden en een bezoek kunnen doen. Oké. Ten andere workshop, rechten en plichten van de huurders en verhuurders. Oké. Wat is in deze vorming de belangrijkste punten dat moeten vinden in het huurcontract? De waarborg met ook Brussel Logement. Echt de verplichting kennen als je een nieuw appartement vindt, zeker met de verzekering. Soms woon je in zo'n appartement en je zegt, oh, ik ga toch geen verzekering nemen voor dat, maar ja, dat is ook iets echt belangrijk, zeker als je een nieuwe huisvesting vindt en je een nieuwe huurcontract ondertekent.
dan hebben we ook een discriminatie-workshop. Dikwijls zijn de mensen geconfronteerd met discriminatie bij het zoeken naar een woning. Wat zijn de rechten? Wat is de antidiscriminatiewet? Hoe kan je een klacht indienen? En moet je dat doen of niet? Voilà, dat zijn een beetje de inhoud van dit workshop. Dus ja, dat zijn de verschillende workshops dat wij geven. Nu, als jullie geïnteresseerd zijn, en ja, dus dat werkt goed. De mensen die komen naar de eerste, ze komen naar de tweede, naar de derde. Ze zeggen, ja, dat de beste stuk is, nu ken ik mijn rechten. En dat is echt goed voor mij. En ook ben ik niet alleen en dat geeft me energie, positieve energie. En voor de sociale werker is dat ook iets leuk om niet altijd een individuele begeleiding geven, maar wel een collectieve energie voelen met een groep. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen we begeleiding doen, coaching doen van de verschillende sociale VZW-diensten in Brussel, in Nederlands natuurlijk, met een Nederlandstalige, niet met mij. We hebben dat al gedaan en we zijn nu bezig bijvoorbeeld met Schaerbeek. Dus als jullie zijn geïnteresseerd, kunnen jullie altijd contact met mij of met mijn collega hier nemen en we komen terug naar jullie om dat uit te wisselen. Voilà. Ik bedank jullie voor uw aandacht en ik ben klaar met eventuele vragen. Dank u wel, Joaquin. Zijn er vragen voor Joaquin? Die mogen zeker rechtstreeks gesteld worden, of als het kan ook via de chat. Ik had een klein vraagje. Ja. Ik ben Meersman Isabel van de Liberale Mutualiteit bij de Sociale Dienst. En ik vroeg mij een beetje af, dus die workshops, vinden we dat bij jullie op de site? Ik hoor jou niet. Microfoon. Op het website vinden jullie een aankondiging met de verschillende workshops. Er zijn deze workshops, maar we hebben ook andere voor renovatie, voor usage des logements à haut potentiel énergétique. Sorry voor mijn Nederlands. Nee, Frans is goed. We hebben veel meer workshops en we hebben daar een lijst en de contactpersoon. En neem maar contact en we gaan terug naar jullie met een offer en misschien sommige vragen. Ça va? En dat is heel gemakkelijk, normaal, intuïtief op onze website. Ça va? Maar de workshop zelf, de materiaal, nee, dat gaan we niet... Nee. Die zijn nog niet publiek. Ça va? En dat is zowel in het Nederlands als in het Frans? Allee, zijn er ook Franstaligen? Ja, ja. Allee, we zijn... onze publiek is niet Franstalig ook, maar de Frans is de grotere 80%, en 20% Nederlands, maar onze materiaal is altijd vertaald in tweetalige. Oké, ik had gewoon, sorry hoor. Voor de individuele begeleiding moeten de mensen bij jullie wonen in de buurt of mag het overal uit Brussel zijn? Nee, dat moet in de buurt. Maar dat moet in de buurt? Ja, en echt in de buurt, niet in de gemeente. Maar als iemand komt hier, we gaan niet, je bent niet van de buurt. Nee, we gaan met hem naar de goede
Ik niet, maar wel Loredana hier beneden aan de onthaal gaat haar best te doen om een afspraak te hebben met de goede organisatie. Oké, dankjewel. Voilà, Dank je. hartelijk welkom. Er was nog een vraag. Alors, is de coaching die jullie aanbieden dan ook rechtstreeks voor de doelgroepen? Ja. Is de coaching die jullie aanbieden dan ook rechtstreeks voor de doelgroepen? Nee, alors dat zijn soms ik ben niet zeker om de vraag te begrijpen, maar de coaching dat wij geven, de individuele coaching, ja, is gegeven door dezelfde sociale werkers. Die hebben 2 taken. Eén is de coaching, de individuele coaching geven. 1 keer per week. En de tweede stuk van hun werk is collectieve werk te doen. En dat is altijd zo in Bonnevie. Bijvoorbeeld voor de mensen in renovatie. Ja, ze geven individuele begeleiding voor uw project van renovatie, maar er zijn ook collectieve workshops, en ik heb de naam vergeten, van de collectieve workshop voor renovatie. Les problèmes d'humidité dans ma maison, comment faire, etc. Dus dat zijn dezelfde diensten. Is dat een antwoord op de vraag? Ja, het is omdat u zei van we kunnen coaching doen met verschillende sociale diensten, contacteer ons gerust. Dat ik me afvroeg van wat bieden jullie dan aan, specifiek aan die diensten? Gaat het dan over hetzelfde aanbod? Het was het daarom. Ja, bijvoorbeeld, ja, voilà, dat doe ik nu met Schaerbeek. Ik begeleid de dienst. En we hebben gezegd, dat is onze probleem. En dat is iets verschillende, echt, OCMO en Bonnevie. Dus ik heb tijd genomen om te begrijpen, waar zijn ze nu, waar willen ze gaan, wat zijn de vragen van de hiërarchie, en wat zijn de mogelijkheden van de werkers, wat zeggen de vakbonden en alles. Echt iets concreet. En wat zijn de doelen met onze citoyen beneficiair, zeggen ze. En dus we zijn aan het ontwikkelen een nieuwe woningtafel voor het OCMW van Schaerbeek. En we doen dat tijdens 1 jaar. Oké? Nadenken, proberen, evaluatie, kleine veranderingen. Oké? En dat is tijdens 1 jaar. En ik ga in Schaerbeek 1 keer per maand. En voilà. Ça va? Dus het is echt een beleid opstellen en acties opstellen rond die specifieke dingen. Oké, goed. Bedankt. Ja. Voilà. Zijn er nog vragen of was voor de rest duidelijk? Ik denk dat het duidelijk was. Dank u wel, Joaquin, voor de duidelijke uitleg. We hebben nog een tweede spreker vandaag ook, Lucie van Singa. Ja, dag Lucie. Oui. Hallo, je ne parle pas néerlandais, flamand, je suis désolée, mais je pense que la plupart d'entre vous parlent français, ou comprennent en tout cas. Ja, ik denk... Moi, je le pense que oui. Sinon, si c'est nécessaire, je vais demander aux gens pour lever leurs mains et alors on peut faire la traduction. Oui. Mais donc, je disais, c'est à vous, comme le deuxième personne qui a une explication ici à Rector Brussel. Donc, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. J'ai une petite présentation, donc je vais partager mon écran. Alors, un instant.
Alors, est-ce que je vais mettre en plein écran? Est-ce que vous voyez en plein écran Oui. là? Ok, Oui. parfait. Merci. Merci beaucoup donc de m'accueillir aujourd'hui. Ça s'est fait un peu en dernière minute et ma collègue qui parle flamand n'est pas là aujourd'hui, donc c'est moi qui vous présente Singa aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez déjà Singa, mais je vais donc vous présenter déjà ce qu'on fait de manière générale. Nous, on est basé à Bruxelles. Notre objectif principal, donc on est une ASBL, hein. Notre objectif principal, c'est de créer des liens entre des personnes nouvelles arrivantes et des personnes locales. Donc les personnes nouvelles arrivantes sont des personnes réfugiées, des personnes demandeuses d'asile, des personnes sans papier. Et les personnes locales sont des personnes bruxelloises majoritairement ou des personnes installées à Bruxelles, en tout cas, depuis un bon moment. Donc, pour pouvoir permettre cette rencontre et cette création de liens, on organise plein d'activités à Bruxelles. Donc, on a du sport, du ping-pong, du yoga. On a ce qu'on appelle les bazars aussi, qui sont des moments de rassemblement pour jouer à des jeux de société, boire un thé, faire des rencontres. Voilà, donc ça, c'est toute une grosse partie de ce qu'on fait. Toutes les activités sont gratuites et elles permettent vraiment la rencontre à travers des activités en groupe. Ensuite, on a un programme qui s'appelle le programme Buddy, où là, c'est la création de liens en binôme, donc une personne locale et une personne nouvelle arrivante, qui vont pouvoir faire des activités ensemble pendant 3 mois, pardon. Et voilà, aller boire un café, visiter la ville, etc. Et enfin, le projet qui nous intéresse ici, qui est le projet sur lequel je travaille, qui s'appelle Cohabitation solidaire. Et donc là, c'est la création de liens à travers le fait d'habiter ensemble en cohabitation temporaire ou en colocation classique. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou alors je les prendrai à la fin. Je ne vois pas l'écran vu que je partage mon écran, mais n'hésitez pas à me couper la parole. Donc, les cohabitations solidaires, c'est avant tout un projet de création de liens et d'inclusion sociale de personnes réfugiées. Donc, l'objectif, ce n'est pas du tout de faire de l'hébergement d'urgence, c'est vraiment de créer quelque chose, une cohabitation, du vivre ensemble, quoi, littéralement, pour pouvoir tisser des liens, pour pouvoir se rencontrer des cultures, vivre des expériences vraiment enrichissantes. Donc voilà, c'est des expériences conviviales, des belles rencontres, du partage. Donc, pour pouvoir permettre vraiment une création de liens, on a un système de matching entre personnes locales et les personnes réfugiées pour que les intérêts, les modes de vie, les rythmes de vie puissent se correspondre au maximum et que les cohabitations se passent le mieux possible. Depuis, donc le projet Cohabitation solidaire a été créé en 2019 à Bruxelles et depuis, on a atteint les 200 cohabitations. Voilà, le PowerPoint date de 2024, donc c'est pour ça qu'il y a marqué presque 200 cohabitations créées, mais on a atteint les 200 récemment. Donc, pourquoi ce projet a-t-il été créé? Comme vous le savez tous, il y a une crise du logement qui ne s'améliore pas à Bruxelles. C'est de plus en plus compliqué pour tout le monde de trouver un logement abordable à Bruxelles. Et les personnes réfugiées sont des personnes qui rencontrent des barrières supplémentaires pour la recherche de logement, donc la discrimination, le manque de connaissances aussi de la recherche de logement à Bruxelles, des démarches administratives. Voilà, il y a un grand manque d'informations. Donc voilà, c'est là où on est nécessaire. Et puis c'est aussi un puissant vecteur d'inclusion parce que le fait d'habiter pour une personne réfugiée, le fait d'habiter avec une personne, des personnes locales qui connaissent la culture, les codes sociaux belges, c'est vraiment un tremplin
pour une meilleure inclusion dans la société. Quelques chiffres, donc on a depuis 2019 83% des personnes locales qui ont participé au projet sont très satisfaites ou satisfaites de cette expérience. Et 74% sont partants pour renouveler l'expérience après avoir cohabité avec une personne réfugiée. Donc, les différentes parties de ce projet, évidemment, il y a Singa, donc notre équipe, qui permet de faire le lien entre toutes les parties, de créer la rencontre et ensuite de suivre les cohabitations. Donc, on a les housemates newcomers, comme on les appelle. Donc, ce sont les personnes colocataires, cohabitantes, réfugiées, qui cherchent des logements à Bruxelles, qui veulent vivre en colocation pour faciliter leur inclusion. Voilà, on a les housemates locals, qui sont soit ce sont des familles, soit ce sont des personnes seules, soit ce sont des colocations qui ont des chambres disponibles chez eux à Bruxelles. Et enfin, on a les admin buddies, qui sont nos bénévoles, nos volontaires, qui accompagnent chaque personne réfugiée qui intègre une cohabitation solidaire pour l'accompagner dans ses démarches administratives d'installation, donc inscription au CPAS, ouverture d'un compte en banque, inscription à la commune, etc. Tout ce dont on peut avoir besoin quand on s'installe dans une nouvelle maison et une nouvelle ville. Quand on trouve des personnes intéressées par le projet, qui ont une chambre libre chez elles, on peut proposer 2 types de cohabitation solidaire. Donc, on a soit une option de transit, donc c'est temporaire. Généralement, là, c'est plutôt vraiment de l'hébergement citoyen, donc chez l'habitant, donc pour une période de 6 à 9 mois. Voilà, ici, il n'y a pas de loyer, mais il y a une contribution aux charges qui est de minimum 50 €, maximum 250 € par mois, pour que la personne réfugiée ne soit pas juste hébergée, mais qu'elle participe aussi activement à sa solution de logement. Et pour tendre à une certaine horizontalité entre les colocataires ou les cohabitants. Donc voilà, il n'y a pas de contrat de bail, mais on signe quand même une convention entre Singa, les hébergeurs, les cohabitants locaux et les personnes réfugiées pour encadrer la cohabitation. La deuxième option, c'est la cohabitation long terme. Donc là, c'est vraiment plutôt de la colocation classique, généralement plutôt entre jeunes, mais voilà, ça dépend, chaque colocation est différente. Ici, donc, on cherche uniquement des chambres où les personnes pourront rester minimum 1 an, où elles pourront payer un loyer de maximum 550 € par mois, charges comprises. Et voilà, il y a un contrat de bail et la personne devient un colocataire comme un autre. Dans les 2 options, la domiciliation doit être possible. On accepte quand même dans les cas de logement, d'hébergement en transit, que les personnes, voilà, que les cohabitants demandent que la personne ne puisse pas se domicilier. Dans ce cas, on accompagne la personne réfugiée dans la démarche d'adresse de référence auprès du CPAS. Donc, les housemates newcomers, comme je l'ai dit, ce sont des personnes réfugiées. Donc, elles ont obtenu une protection internationale. Donc, c'est soit statut de réfugié, soit protection subsidiaire ou temporaire. Ce sont des personnes qui doivent être isolées. Donc, on n'accepte pas de couple, pas de famille. Voilà. Et les personnes doivent être majeures aussi. Il faut que les personnes sachent parler un minimum français, anglais. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué juste français. Français, anglais ou néerlandais, même si chez Singa, on est principalement francophone. Coralie parle néerlandais et donc on essaie d'ouvrir un peu les cohabitations des personnes néerlandophones. Il faut aussi que les personnes donc réfugiées soient habitées avec d'autres personnes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste un projet d'hébergement d'urgence, c'est vraiment un projet de vie en communauté. Et donc, il faut que les personnes
soient un minimum intéressés par le fait de rencontrer d'autres personnes, de partager des moments de rencontre avec d'autres cultures. Voilà, et au final, ça devient un ou une colocataire comme les autres. Et on veille à ce que chaque personne réfugiée qui entre dans une colocation corresponde au maximum au mode de vie des personnes qui habitent dans la cohabitation. Du côté des housemate locals, donc ce sont des personnes comme vous et moi qui habitent en Belgique. Pour l'instant, on n'est que à Bruxelles. Peut-être qu'un jour, on s'étendra au-delà de Bruxelles. Mais donc, il faut habiter à Bruxelles, avoir une chambre qui est disponible pour minimum 6 mois dans le cas d'une cohabitation temporaire et minimum 1 an dans le cas d'une colocation classique. Il faut avoir envie d'accueillir chez soi une personne qui est réfugiée, qui est internationale, mais qui finalement deviendra une colocataire comme les autres. Il faut avoir envie de participer, partager à des activités collectives de temps en temps, au moins des repas. Voilà, c'est pas juste de la cohabitation, c'est quand même voilà, une vie en communauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut voilà, le plus possible avoir la possibilité de se domicilier pour les personnes réfugiées. Et puis voilà, il faut avoir envie de découvrir des autres cultures, s'enrichir mutuellement. Donc voilà. Donc pour pouvoir créer ce logement commun, ces cohabitations, on a une méthodologie assez spécifique. Donc on fait vraiment un matching sur mesure. Donc on rencontre les personnes réfugiées dans mon bureau, elles viennent vers nous souvent parce qu'elles sont redirigées par des CPS, les assistantes sociales, c'est du bouche à oreille aussi beaucoup. On les rencontre, on vérifie qu'elles correspondent à nos critères, à la fois de langue, de motivation, d'âge, etc. Et on passe un entretien avec elles pour essayer vraiment d'apprendre un peu à les connaître en 1 heure. On leur pose des questions sur leur mode de vie, sur leurs habitudes, sur leurs intérêts, sur aussi leurs conditions, pour savoir si, par exemple, c'est OK pour elles d'habiter avec une famille qui a des enfants, si elles accepteraient d'habiter en mixité. Voilà, on leur pose pas mal de questions comme ça pour essayer de sentir un peu avec quel type de colocation ou de cohabitation on pourrait les matcher. Du côté des personnes locales, on rencontre aussi les personnes au préalable. Donc, on fait tout un screening sur Facebook, beaucoup, pour essayer de trouver des offres de logement. Voilà, Facebook, ImoWeb, les petites annonces. C'est aussi du bouche à oreille. C'est aussi pour nous participer à ce genre de webinaire pour voilà, répandre un peu la connaissance sur notre projet. Donc, quand on trouve des chambres, on fait d'abord une première rencontre aussi. On visite, on s'assure que le logement est salubre, que les personnes sont motivées. Et ensuite, donc, on match en fonction de tous ces critères-là de similitude entre les personnes. On essaye ensuite, voilà, quand les personnes sont matchées, on organise une première visite, une première rencontre. On laisse le temps aux personnes de décider si elles souhaitent, oui ou non, participer au projet. Et enfin, voilà, si tout se passe bien, on signe les conventions, le bail, et les personnes s'installent. Donc, on essaie de vraiment faire un suivi et une médiation, donc pendant les 6 premiers mois en tout cas, pour que tout se passe au mieux. Donc, la personne réfugiée est accompagnée pour ses démarches administratives. Donc, les personnes locales cohabitantes n'ont aucun rôle à avoir dans un soutien administratif. Et on essaie de favoriser le dialogue, de proposer des activités à faire ensemble entre colocs pour créer des liens. Et puis, on fait un suivi aussi en cas de problèmes, même s'il y a rarement des problèmes, mais notre équipe est là pour faire des médiations si besoin. L'objectif, c'est aussi de tendre au maximum à une relation égalitaire, assez horizontale entre les cohabitants.
Voilà, c'est pour ça que les personnes réfugiées payent elles-mêmes leur loyer, les charges, les garanties locatives s'il y en a, les dépenses alimentaires et personnelles. Nous, on les accompagne aussi pour qu'elles, grâce à notre accompagnement administratif et à nos bénévoles, pour qu'elles puissent, si elles ne travaillent pas, s'inscrire le plus rapidement au CPAS pour toucher leur revenu d'intégration sociale. On peut aussi leur faire un prêt d'argent le premier mois si jamais elles sont dans le besoin. Donc voilà, on fait en sorte que tout se passe le mieux possible. Est-ce que je peux Voilà, demander quelque chose? Oui, bien sûr. C'est parce que je vois aussi un message de quelqu'un qui devait partir, mais est-ce que vous pourriez peut-être parler un peu plus lentement? Parce Oui, qu'il y a beaucoup de désolée. choses techniques. Je le comprends, Pardon. mais peut-être c'est pas le cas pour tout le monde et il y a quelqu'un qui ne savait pas vraiment suivre. Oui, Comme bien ça, sûr. c'est peut-être plus Je facile. vais essayer. Merci. Et vous pourrez me reposer des questions après si jamais il y a des choses que je peux éclairer. Donc, ma présentation. J'ai perdu ma présentation. Ah, c'est bon. Alors, quelques chiffres. Donc, entre 2019 et 2024, on a reçu 832. Bon, ça, c'était les chiffres de fin 2024. Hein. Mais maintenant, on en a plus. 832 personnes réfugiées en permanence. Donc, les permanences, c'est les rendez-vous individuels avec chaque personne réfugiée qui nous permettent de les rencontrer, de leur poser toutes les questions pour savoir un peu qui elles sont, quels sont leurs critères, et d'ouvrir leur dossier. Donc, une fois qu'une personne réfugiée arrive chez nous en permanence, elle est enregistrée dans notre base de données. Et ensuite, quand on trouve des nouvelles chambres, on peut voilà, faire le matching grâce à ces permanences-là. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes qu'on voit chaque semaine, c'est entre 5 et 10 personnes. Une grande majorité d'hommes, 628 contre 202 femmes. Voilà, on essaye d'attirer plus de femmes, mais il y a toujours plus d'hommes. Majoritairement des personnes qui viennent du Burundi. Voilà, il y a une grosse communauté de Burundais. C'est aussi beaucoup avec le bouche à oreille que les personnes viennent chez nous. Beaucoup d'Érythréens et des Ukrainiens. Moyenne d'âge 25 à 35 ans. Ça varie, mais dans la moyenne, c'est ça. Donc, en 6 ans, donc maintenant, on a atteint les 200 cohabitations solidaires. Donc, 83 en co-living. On a des partenaires. Donc, on a des partenaires qui font du co-living. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais donc, c'est des compagnies privées qui achètent des maisons à Bruxelles pour en faire des colocations. Et nous, en fait, on a réussi à avoir des partenariats avec des entreprises de co-living, ce qui nous permet d'avoir, en fait, presque un peu plus de 40% de nos chambres en cohabitation solidaire, ce sont des chambres co-living. Donc, ça veut dire que les partenaires réservent des chambres uniquement pour des personnes qui viennent de Singa. On a ensuite 71 personnes qui sont arrivées dans des cohabitations de transit. Donc là, c'est souvent des familles, des personnes seules. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 à 9 mois, le transit. Et enfin, 36 personnes qui vont intégrer des colocations long terme. Donc, c'est toujours le plus difficile à trouver pour nous. Mais voilà, chaque année, ça augmente un petit peu plus, on devient de plus en plus connu. Donc voilà, ça marche de plus en plus. Mais en effet, la recherche de chambres est pour nous toujours le plus gros challenge. Donc voilà, et comme vous voyez, on est répartis dans pas mal de communes à Bruxelles, majoritairement Schaerbeek, c'est là qu'on a nos bureaux, mais aussi un peu toutes les autres communes. Donc l'intérêt de notre projet, c'est évidemment, donc les HMN, c'est les Housemates Newcomers, donc les personnes réfugiées. Pour ces personnes-là, le fait d'habiter en communauté, en collectivité
avec des personnes locales, c'est une super manière de pratiquer la langue, le français, l'anglais ou le flamand. C'est aussi pour elles vraiment une excellente manière de rencontrer des nouvelles personnes, d'élargir leur réseau social. Souvent, les personnes rencontrent leurs colocataires, mais aussi leur famille, leurs amis. Donc vraiment, c'est un super moyen de sortir de l'isolement pour beaucoup d'entre elles. Ce sont bien évidemment des échanges culturels. Souvent, ça passe à travers les repas partagés, la cuisine. Voilà, je l'ai dit en dessous, passer du temps, les personnes passent du temps avec leurs colocataires. C'est des bons moments et c'est aussi des échanges culturels. Voilà, souvent, il y a des ambiances de solidarité, il y a des bonnes ambiances au sein des cohabitations. Les personnes, souvent, finissent par se sentir vraiment chez elles et c'est ça aussi qu'on essaye de leur apporter. Et bien évidemment, l'aide et le suivi de Stinga est quand même souvent nécessaire pour ces personnes. Elles se sentent accompagnées dans leur démarche administrative et ça facilite l'installation. Et ça permet aussi à ces personnes-là de se poser, de pouvoir à la fois avoir l'espace physique, donc une chambre, mais aussi l'espace mental de réfléchir à leur avenir, de pouvoir commencer à avoir des projets. Aussi, le fait d'être en contact avec des personnes souvent belges qui travaillent, qui font des études, ça peut inspirer les personnes réfugiées et ça peut leur donner des nouvelles perspectives d'avenir. Donc, on a fait quelques enquêtes. Donc, on a interrogé des personnes réfugiées qui ont participé à notre projet. Sur les personnes qu'on a interrogées, 93% estiment que l'expérience de cohabitation leur a permis de se sentir plus intégrés en Belgique. 81% des participants, après avoir participé au projet, comprennent mieux les habitudes et la culture belge. Voilà, parce que comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'occasion de rencontrer du monde, mieux connaître la culture. Les personnes découvrent, voilà, parfois les personnes découvrent les fêtes de Noël, le fait de faire la bise, pas mal de choses. Bien évidemment aussi l'amélioration de la langue, pratique d'une activité, etc. Et après, donc, une fois que les personnes... Donc là, c'est pour les personnes qui intègrent une cohabitation en transit, donc pendant 6 à 9 mois. On les accompagne aussi pour la recherche de logement. Et donc, parmi les 54 personnes réfugiées qui ont intégré une cohabitation temporaire et qu'on a interrogées, il y en a 47% qui ont ensuite intégré une nouvelle colocation, 44% qui ont trouvé un studio ou un logement seul, et 9% qui ont trouvé d'autres hébergements transitoires ou qui ont prolongé leur contrat. Donc, on a quand même un bon taux de relocation, je ne sais pas comment dire, de relogement après cette période de transit avec Stinga. Ensuite, sur l'impact sur les activités des personnes réfugiées, on a une hausse de l'emploi. En fait, oui, c'est ça. Donc ça, c'est avant. Donc, avant d'intégrer le projet, on avait 27% des personnes réfugiées qui nous déclaraient ne pas avoir d'activité rémunérée ou non rémunérée. Ah oui, non, 27% suivaient des cours. Ah ben c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà. Et ensuite, on voit que les chiffres augmentent parce que les personnes... Enfin, voilà, on a une augmentation du pourcentage de personnes qui ensuite suivent une formation, des études, qui ont trouvé un emploi ou qui sont en recherche d'emploi.
Ensuite, sur les personnes locales, donc les personnes qui offrent une chambre chez elles, sur 76 répondants à nos enquêtes, on a 83% qui sont très satisfaits de leur expérience, donc ce qui est quand même une grande majorité. Bon, voilà, petit témoignage, mais de Coraline qui explique qu'elle considère qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre son colocataire réfugié et les colocataires locaux. Voilà, bon, c'est assez chouette pour nous d'avoir ce genre de témoignage qui montre que bah, ça fonctionne et que les personnes voilà, ressortent grandies de cette expérience. Donc, les points positifs pour les personnes locales, en tout cas, ce qui est ressorti des enquêtes, des interviews qu'on a eues avec elles, c'est qu'elles ont pu créer des liens forts, souvent, avec les personnes réfugiées. C'est des discussions, des échanges culturels, des récits de vie aussi, qui ouvrent souvent l'esprit. On a même des personnes avec des enfants, souvent des familles avec enfants, qui nous disent que ça ouvre énormément l'esprit de leurs enfants. Ils se rendent compte que le monde, c'est pas juste la Belgique et que voilà, on peut venir d'ailleurs, on peut avoir des parcours différents et tout de même vivre ensemble. C'est aussi le sentiment pour les personnes locales de participer à un projet qui a du sens, d'avoir un impact. Et puis, c'est aussi voilà, être témoin d'une belle histoire d'inclusion. Voilà, souvent, les personnes ont mentionné qu'elles étaient impressionnées et inspirées par la persévérance et la positivité des personnes réfugiées. Donc voilà, je répète un peu, mais ce qui ressort, c'est les bons moments, les découvertes culinaires, les repas ensemble, etc. Comme des colocations normales finalement. Ce qui ressort aussi, c'est des meilleures compréhensions de la réalité de l'exil, la prise de conscience de la manière dont la Belgique traite les personnes réfugiées, mieux comprendre les enjeux d'intégration des personnes primo-arrivantes, diminuer ses préjugés, etc. Là, c'est sur les admin buddies. Donc, les admin buddies sont les personnes bénévoles qui accompagnent nos personnes réfugiées dans leur démarche administrative d'installation et de recherche de logement, si besoin. Donc, 88% d'entre elles estiment qu'elles ont une bonne ou très bonne relation avec leur binôme réfugié. Encore une fois, voilà, c'est satisfaction de se sentir utile, apprendre plus sur les démarches administratives qui sont liées au statut de réfugié ou à la recherche de logement à Bruxelles. Donc voilà, vraiment pas mal de points positifs qui ressortent, en tout cas des personnes admin buddies par rapport à leur accompagnement. Il y en a beaucoup qui d'ailleurs renouvellent l'expérience. On a des personnes admin buddies qui vont accompagner je crois, 10 personnes déjà réfugiées. Donc ça aussi, c'est super chouette pour nous. Et puis voilà, au-delà des démarches administratives, c'est avant tout des rencontres humaines et des bons moments aussi passés ensemble. Et des personnes qui restent souvent en contact après la fin de l'accompagnement. Donc voilà, de manière générale, je peux répondre à d'autres questions après, parce que voilà, si vous avez besoin de plus de détails. Mais donc, notre projet Cohabitation solidaire est un projet qui répond vraiment à un besoin de logement pour les personnes réfugiées, à un besoin d'inclusion. C'est aussi une solution qui est simple finalement et efficace. On habite toutes et tous dans des appartements ou des maisons ici. Beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas beaucoup de personnes à Bruxelles ont des chambres libres chez elles. Parfois, c'est des couples dont les enfants sont partis de la maison. Parfois, c'est des familles dont les enfants sont encore jeunes, donc peuvent partager leur chambre. Ou voilà, parfois on a juste une chambre supplémentaire chez nous. Et
et bien, ça peut être une solution super simple et efficace pour lutter contre le sans-abrisme des personnes réfugiées et participer à une société où vraiment on peut littéralement vivre ensemble et s'enrichir mutuellement à travers l'interculturalité et la solidarité. Nous, Singa, ce qu'on apporte, en plus de la volonté citoyenne de faire un geste solidaire, c'est vraiment cet encadrement. On a vu après le début de la guerre en Ukraine un élan de solidarité de la part de plein d'habitants et d'habitantes en Belgique, ce qui était génial, mais en fait, ça a aussi mené à parfois certaines dérives. C'est pas évident d'habiter avec une personne qui a une culture complètement différente de la nôtre, même si les Ukrainiens semblent plus proches de nous géographiquement que des personnes réfugiées qui viennent d'autres pays. Et en fait, voilà, la plus-value de Singa, c'est vraiment de poser un cadre, d'avoir un matching vraiment au début, de faire signer des conventions et d'offrir un accompagnement complet pour toutes les parties du projet qui permettent que vraiment tout ça se passe bien. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Voilà, il reste toujours des obstacles administratifs et juridiques en Belgique, notamment le fait que souvent, quand la personne peut mettre son adresse officielle chez les habitants, donc la domiciliation, automatiquement, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne à Bruxelles, les CPAS ou l'ONEM peuvent réduire les allocations sociales, donc le chômage, le revenu d'intégration sociale, en considérant que les personnes habitent ensemble et forment un même foyer, ce qui est très problématique. En Flandre, justement, il y a une procédure légale qui a été mise en place en 2016, qui s'appelle Melding Tidelijk Wonen, désolée pour l'accent, qui permet, en fait, pour des personnes locales qui ont une chambre chez elles et qui voudraient héberger quelqu'un, de pouvoir domicilier ces personnes-là sans que ça impacte la composition du ménage, donc sans que ça impacte les allocations familiales. Donc voilà, nous, on essaye aussi un peu de parler de ça pour essayer de faire bouger les choses à Bruxelles et pour pouvoir tendre vers voilà, une structure administrative et légale en Belgique et à Bruxelles où on pourrait plus héberger, où ce serait plus facile d'héberger. Mais le projet fonctionne quand même bien, comme vous avez pu le voir, et on se développe tous les jours. Mais on est toujours à la recherche de chambres, donc vraiment, n'hésitez pas à parler de ça autour de vous, ou même vous, pourquoi pas, à réfléchir à participer au projet si vous avez des chambres chez vous. Voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Lucie. Une des questions, c'était si on peut avoir les slides que vous avez montrés pendant cette session. Et peut-être intéressant si... Mais je pense que vous avez les slides en néerlandais aussi. Pas encore, mais ma collègue Coralie est en train de les traduire justement. On les a en anglais déjà, mais oui, je pourrais vous envoyer déjà celles en français et en anglais. Et puis dès que je les ai en néerlandais, je vous transmettrai ça. Oui, ça va, parfait. Il y avait aussi une question dans le chat si vous aidez aussi les réfugiés qui ont des enfants ou qui ont un enfant. Est-ce que c'est aussi possible de les mettre quelque part ou est-ce que ce sont juste les gens qui sont seuls? Oui, enfin non, ce n'est pas possible. Nous, c'est uniquement les personnes seules. Après, on a des personnes qui, par exemple, sont en situation de regroupement familial. Donc, en fait, qui sont en Belgique, Oui. mais leurs enfants ne sont pas encore ici.
Et dans ce cas, on peut leur trouver une chambre en cohabitation temporaire, donc 6 Ok. mois. Et on les aide dans leur démarche voilà, pour trouver un autre logement pour accueillir leurs enfants. Ouais. Precies. Zijn er nog andere vragen die gesteld kunnen worden? Of zijn al jullie vragen beantwoord of hebben jullie geen bijkomende vragen? J'ai peut-être encore une question. Ik heb Ja. misschien nog een vraag. Maar ik denk dat het op een slide is geweest. Hein. Je pense que vous l'avez montré. C'est pour toute la région que vous travaillez. Hein. C'est pas que 1000 Bruxelles. Quand on parlait de Bruxelles, c'était simplement pour Oui, c'est ça. m'assurer. Oui, c'est ça, toutes les communes. Ok, merci. Et on pense aussi à s'étendre même en dehors. Mais bon, comme on est une petite équipe, c'est pas évident de sortir de la région bruxelloise pour le moment. Et vous êtes combien maintenant dans Donc l'équipe? sur ce projet-là, on est 3. Donc Coralie qui parle flamand, moi et une autre collègue. Et en tout, dans l'équipe de Singa, on est, je crois, 10 salariés, donc 10 staff, et 4 stagiaires qui tournent régulièrement et nous aident. Ok, Voilà. merci. Was er nog een vraag? Non. Je pense que Merci. c'était clair. Merci beaucoup et désolée pour le français. Merci d'avoir écouté quand même. Oui. Joaquin, is het ook mogelijk om de presentatie van Bonnevie te krijgen? Ga het sturen. Ja. Ja, oké. Dank u wel. Dank jullie wel voor de aanwezigheid. Als er geen vragen meer zijn, dan stel ik voor dat we hierbij afsluiten. Ik hoop dat het interessant was voor jullie en we zien jullie graag de volgende keer terug bij het recht door Brussel. Dank u wel. Merci Lucie. Merci Dank je wel. Joaquin. Dank je, dag. Dag.